Bonjour à tous, donc voici un nouveau chapitre pour ce cours sur la biologie. Donc ce chapitre s'intitule La chimie du vivant. Donc là c'est la première partie de ce chapitre qui va en contenir deux au total. Donc dans cette partie nous allons nous intéresser à tout un tas de notions de base concernant la chimie. Et dans la deuxième partie, nous allons plus spécifiquement nous focaliser sur ce qu'on appelle un peu les grandes molécules du vivant, qui sont les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. Alors, je vous propose d'explorer le plan pour ce chapitre. Alors, dans un premier point, nous allons définir la notion de chimie. Ensuite, nous pourrons aborder la notion d'éléments chimiques. Cela nous amènera à parler de liaisons chimiques. Ensuite, nous aborderons la chimie organique. Et enfin, nous terminerons en revenant sur une notion déjà abordée dans le premier chapitre de ce cours, qui est la notion donc de réaction chimique, que nous allons la revisiter avec toutes ces notions de chimie justement en poche. Alors, je vous rappelle, donc le diaporama de ce cours est téléchargeable sur mon site, dont l'adresse vient de s'afficher ici. Alors, commençons donc avec la notion de chimie. Alors, si on veut vraiment définir simplement ce qu'est la chimie, eh bien, on va dire que la chimie, c'est la science qui étudie la matière. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter là, c'est bien quand même d'essayer de répondre à une question qui du coup là se pose, qui est qu'est-ce que c'est que la matière ? Alors, on peut dire que la matière, eh bien, c'est de la substance. C'est ce que nous donne d'ailleurs le CNRTL comme définition. Ça ne nous éclaire pas tant que ça parce que, là, on a plutôt un synonyme. Donc, on peut continuer un peu à se questionner. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Qu'est-ce qu'on entend par substance ? Eh bien, on peut amener les précisions suivantes. On peut dire que la matière, c'est quelque chose qui va occuper un certain espace et qui va aussi posséder une masse. Donc il y a ces deux éléments qui nous permettent déjà de nous faire une première représentation de ce qu'est la matière. On peut ajouter aussi une chose, c'est que la matière est composée par ce que l'on appelle des éléments chimiques. Donc nous arrivons bien là à justement la deuxième notion que j'ai évoquée en vous présentant le plan, qui est du coup la notion d'éléments chimiques. Donc on va définir cette notion d'éléments chimiques, ça va nous permettre de comprendre davantage ce que c'est que la matière. Alors, je commence par là aussi une définition simple que nous allons ensuite étoffer. Donc un élément chimique, on peut dire que c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir être décomposé lorsqu'il va y avoir une réaction chimique. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir participer aux réactions chimiques, mais qui ne sera pas transformé dans les réactions chimiques. Alors, on va en dire un petit peu plus sur ces éléments chimiques. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a identifié donc sur Terre plus d'une centaine d'éléments chimiques qui ont été répertoriés dans un tableau qu'on appelle classiquement le tableau périodique des éléments. On appelle aussi parfois classification périodique des éléments. Et parfois tableau de Mendeleïev, puisque c'est le chimiste russe qui au XIXe siècle a commencé à ébaucher en fait ce tableau. Alors ce tableau, je suis sûre que vous le connaissez déjà, le voici. Alors là je vous ai mis une version un peu compliquée de ce tableau, on s'intéressera à une version plus simple tout à l'heure. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de voir que chaque case correspond à un élément chimique, et chaque élément chimique va être nommé avec un symbole constitué soit d'une, soit de deux lettres. Alors, on peut par exemple prendre cette case ici, où on trouve la lettre C. Alors, à quoi correspond cet élément ? C'est tout simplement l'élément carbone, c'est noté ici en tout petit. Donc, le carbone, c'est un élément chimique, il est symbolisé par la lettre C. Si on va sur la case d'à côté, là on a un N, eh bien, N, ça correspond à un autre élément, c'est l'azote. Alors, évidemment, là, on peut se dire, mais il n'y a pas de N dans azote. D'où vient cette symbolisation ? Ça vient tout simplement du nom latin de l'azote, qui est le nitrogénium. Alors, on peut continuer avec un élément dont le symbole est constitué de deux lettres, par exemple ici, Na. Alors, Na, ça veut dire sodium. Là aussi, ça vient du nom latin du sodium, qui est le natrium. Et puis, si je continue avec la case juste en dessous, ici, K, c'est le potassium. Lui aussi, donc,
pour lui, on se pose la même question. Il n'y a pas donc de K dans le mot potassium parce que tout simplement le K vient du nom latin du potassium qui est kalium. Alors juste j'évoque un peu là, ces éléments-là tout simplement parce que ces racines, donc natrium et kalium, on va pas mal les retrouver en biologie. Par exemple, quand on parle de natrémie ou encore de kaliémie, eh bien ça fait référence à la concentration en sodium et en potassium dans le sang. Voilà, donc du coup on a tous ces éléments chimiques qui sont répertoriés dans ce tableau. Alors il y a un peu plus de 90 éléments qui sont des éléments naturels et les autres ce sont des éléments artificiels donc qui ont été créés par l'humain. Alors, on va pouvoir aborder une autre notion qui est la notion d'atome. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atome? Eh bien un atome c'est tout simplement la plus petite quantité d'un élément chimique. Et d'ailleurs, on va utiliser le même symbole pour faire référence à l'élément chimique et à l'atome. Alors, je vais bien sûr étayer ces propos. Déjà, on peut revenir un peu sur l'étymologie du mot atome. En fait, atome, ça veut dire indivisible, ça veut dire insécable. Ça fait donc référence à une entité qui ne peut pas être coupée. Alors, est-ce qu'un atome ne peut pas être coupé? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors en fait non, en réalité on l'a cru un temps, mais un atome peut tout à fait être coupé en petits morceaux. On va dire qu'il va être scindé dans ce cas en particules subatomiques. Alors il y a 3 particules subatomiques qui vont nous intéresser, qui sont les suivantes. Il s'agit donc des neutrons, des protons, des électrons. Alors, les neutrons et les protons, ce sont des particules subatomiques qui, ensemble, vont constituer ce qu'on appelle le noyau de l'atome. On donne aussi un nom générique aux neutrons et aux protons, on les appelle des nucléons. Voilà, alors si on représente de façon assez simple un atome, on peut le représenter de cette façon. On va trouver ici donc le noyau constitué des neutrons et protons, aussi appelés nucléons. Et puis, on va trouver autour les électrons. C'est une symbolisation là assez classique. Alors, là, on voit qu'il y a une certaine distance entre le noyau et les électrons. Ça veut dire qu'il y a du vide en fait dans un atome. Et effectivement, il y a pas mal de vide. On parle d'ailleurs classiquement d'espace lacunaire. On estime que le rapport de taille entre donc la taille de l'atome et la taille du noyau, c'est un rapport de 10 000 à 100 000. Pour vous donner une image, pour se rendre un petit peu compte, si on considère que le diamètre de l'atome est équivalent à celui de la tour Eiffel, eh bien, si on prend cette image-là, dans ce cas-là, le noyau va avoir la taille d'une tête d'épingle. Et tout ce qu'il y a entre, eh bien, ça correspond justement à du vide. Alors, on va continuer sur ces histoires de neutrons, protons, électrons, on va en dire un petit peu plus. Voilà, donc on retrouve ici les neutrons, protons et électrons. Alors, ce que l'on peut dire pour commencer, c'est que les neutrons et les protons vont avoir une certaine masse. Et cette masse, elle est à peu près la même pour les neutrons et les protons. Donc, on va se dire que leur masse est à peu près identique. Les électrons, eux, ils ont une masse extrêmement faible et on peut considérer que leur masse est négligeable. Alors, il y a d'autres éléments encore à ajouter. Les protons et les électrons, ce sont des particules subatomiques qui vont porter une charge électrique, ce que l'on appelle d'ailleurs une charge électrique élémentaire qu'on note classiquement par un petit e. Alors, les protons vont porter une charge élémentaire positive, qu'on peut noter donc plus e, tandis que les électrons vont porter une charge négative que l'on note moins e. Alors, qu'en est-il des neutrons? Eh bien, comme leur nom l'indique, ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas de charge. Quand je dis neutre, ça veut dire qu'ils sont électriquement neutres. Alors, on peut revenir un petit peu sur l'atome. Il est constitué donc de ces éléments, mais comment tout ça s'organise? Alors déjà, il y a une chose importante à préciser, qui est la suivante, c'est que les atomes qui appartiennent à un même élément chimique, vont tous avoir le même nombre de protons. C'est vraiment ça qui va caractériser justement les atomes d'un élément chimique donné. Alors on va pouvoir donc revenir après sur le tableau périodique des éléments, mais effectivement quand
on note donc le nom d'un élément, on va le noter via un symbole, donc une ou deux lettres, comme je vous l'ai dit. Et en général, on va l'accompagner de 2 numéros. Parmi ces numéros, on va trouver notamment ce qu'on appelle le numéro atomique, qui est classiquement noté grand Z, et qui fait référence au nombre de protons. Alors, je vais en dire un petit peu plus, je vais revenir sur ce point dans un instant. Juste, je voudrais évoquer une chose qui est la suivante, c'est qu'un atome, c'est quelque chose qui est neutre d'un point de vue électrique. Alors, on a dit que finalement, il y a des protons qui portent des charges positives, des électrons qui portent des charges négatives. Pour que l'atome soit électriquement neutre, eh bien, il faut que le nombre de protons soit équivalent au nombre d'électrons, inversement, que le nombre d'électrons soit équivalent au nombre de protons. Et effectivement, donc c'est ce qu'on va observer. Alors j'ajoute là aussi une remarque. On a dit donc le numéro atomique Z correspond donc au nombre de protons, et ce numéro atomique, on peut dire qu'il nous apporte aussi des informations sur le nombre d'électrons, puisque dans un atome qui est électriquement neutre, eh bien, le nombre d'électrons correspond au nombre de protons. Alors je reviens justement sur la notation. Si on considère un élément chimique qu'on va symboliser par exemple par une lettre qui est un grand X, et donc comme on l'a dit, le numéro atomique c'est symbolisé donc par un grand Z, eh bien on va noter de cette façon l'élément et son numéro atomique. Donc on a le symbole de l'élément qui est noté en majuscule et de grande taille, et en indice ici à gauche donc du symbole on trouvera le numéro atomique. Alors je vais tout de suite vous donner un exemple qui est celui du carbone. On l'a aperçu tout à l'heure. Eh bien le carbone, on peut le noter de cette façon. On a déjà dit son symbole c'est la lettre grand C, et donc son numéro atomique, on va le noter en indice à gauche du grand C. Donc le numéro atomique du carbone est de 6, donc c'est un 6 que je vais noter en indice à gauche du symbole du carbone. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ça veut donc dire que le carbone a 6 protons. S'il a 6 protons, c'est qu'il a aussi 6 électrons. Alors, il va falloir qu'on en dise un petit peu plus, parce que si on regarde le tableau périodique des éléments, on va voir qu'il y a souvent un autre nombre qui va être ajouté. Alors justement, cet autre nombre, lui, il va être noté via un exposant et non pas un indice, mais toujours situé du côté gauche du symbole. Alors ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, et on le note grand A. Ce nombre de masse, il correspond au nombre de nucléons. On a dit tout à l'heure que les nucléons, c'est les protons et les neutrons, donc il nous renseigne sur le nombre total de protons et neutrons. Alors pareil, je continue avec l'exemple du carbone. Donc le carbone, on le sait, son numéro atomique est de 6, son nombre de masse est de 12. Donc ça veut dire que le carbone a 6 protons, comme il est électriquement neutre, il a aussi 6 électrons, et le nombre de masse donc, est de 12, ça veut dire que le carbone possède 12 nucléons, c'est-à-dire 12 protons et neutrons. Alors comme on sait qu'il y a 6 protons, on peut faire une petite soustraction assez simple qui nous permet de connaître le nombre de neutrons. Donc je soustrais aux 12 nucléons bien, les 6 protons, et je trouve que l'atome de carbone possède 6 neutrons. Alors voici une version simplifiée justement du tableau périodique des éléments. Alors on retrouve le carbone, voilà, il est ici, donc on retrouve cette notation, numéro atomique de 6 et nombre de masse de 12. Même chose si on va sur la case d'à côté pour l'azote, son numéro atomique est de 7, son nombre de masse de 14, donc ça veut dire qu'il a 7 protons, 14 nucléons, 14 moins 7, ça nous donne 7, il possède 7 neutrons. Et bien sûr, il a aussi 7 électrons du fait que l'atome est électriquement neutre. Si on s'intéresse ici au sodium, de symbole Na, il a 11 protons, c'est son numéro atomique, et il possède 23 nucléons. Donc là aussi, si on fait une soustraction, 23 moins 11, ça nous donne 12 neutrons. Et ainsi de suite, c'est toujours le même raisonnement. Alors, je vous ai dit qu'un élément chimique se caractérise par son nombre de protons, c'est-à-dire par son numéro atomique. Alors, je voulais renoter ici. Ça, c'est une chose très importante.
Donc, je vous relis ce que j'écris, hein, les atomes d'un même élément ont le même nombre de protons. Alors, ça pose quand même des questions. Bon, d'accord, le nombre de protons est le même pour tous les atomes d'un élément chimique donné. Est-ce que, par exemple, le nombre de neutrons peut varier? Alors, effectivement, c'est le cas. Le nombre de neutrons va pouvoir varier. Ça veut dire que là, si on reprend la notation telle qu'on vient de la voir, avec le numéro atomique Z en indice à gauche, et puis le nombre de masse A en exposant à gauche donc du symbole, eh bien, Z ne varie pas pour un élément chimique donné. Par contre, A peut varier parce que le nombre de neutrons peut varier. Ça veut donc dire que pour un élément chimique donné, on va avoir plusieurs formes d'atomes qui vont exister, plusieurs formes atomiques. Et donc ces différentes formes d'atomes, ces différentes formes atomiques, c'est ce qu'on va appeler des isotopes. Alors je vais vous donner un exemple, c'est en fait assez simple, c'est beaucoup plus simple justement avec un exemple. Donc je reprends le cas du carbone hein, qui nous sert à chaque fois d'exemple depuis le début de ce chapitre. Et donc je reprends sa notation. On a dit le carbone, il a un numéro atomique de 6, donc 6 protons, et il a un nombre de masse de 12. Alors, cette forme atomique du carbone, c'est celle que je vous ai présentée dans un premier temps. C'est celle que je continue à vous présenter tout simplement parce que c'est la forme la plus courante en fait des atomes de carbone dans notre monde. Donc on peut dire que c'est la forme atomique la plus courante ou l'isotope le plus courant, hein, c'est 99% du carbone dans la nature. Alors si on reprend ce qu'on a dit, donc 6 c'est toujours la même chose, c'est le nombre de protons, donc 6 protons, 6 électrons aussi puisque le carbone est électriquement neutre. Il y a 12 nucléons, donc protons et neutrons, donc 6 neutrons. C'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Cette forme du carbone, c'est aussi ce qu'on appelle du carbone 12. Alors parfois, on ne précise pas. Si on dit carbone sans préciser, eh bien, on fait référence au carbone 12. Mais on va voir qu'il y a d'autres formes de carbone. On a dit que, finalement, le nombre de masses ici peut varier, le nombre de neutrons peut varier. Effectivement, il y a certains atomes de carbone qui vont posséder un neutron en plus. Donc, au lieu d'avoir un nombre de masse de 12, ils vont avoir un nombre de masse de 13. Ça veut dire qu'ils gagnent un électron par rapport au carbone 12. Donc on peut dire que le carbone 13 correspond à des atomes, à des isotopes qui vont avoir un neutron de plus par rapport au carbone 12. Alors cette forme atomique est beaucoup moins fréquente dans la nature, hein, c'est moins de 1% du carbone naturel. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est comme il y a un neutron en plus, et nous avons dit que les neutrons vont avoir une certaine masse, eh bien, les atomes de carbone 13 vont être plus lourds que les atomes de carbone 12. Donc, on peut dire qu'on est face là à un isotope plus lourd. Autre forme atomique, ce que l'on appelle le carbone 14. Alors, lui, par rapport au carbone 12, il a gagné 2 neutrons. Donc, il n'a pas 6 neutrons comme le carbone 12, mais il en a 8. Alors cet isotope, du coup, comme il a encore plus de neutrons, il pèse encore plus lourd. Dans la nature, il est moins fréquent que le carbone 13 et bien sûr beaucoup moins que le carbone 12. On estime que c'est largement moins de 1% du carbone naturel. Alors, je vais en profiter avec ces notions d'isotope pour ajouter une remarque. Donc, on peut dire que les formes carbone 12 et carbone 13, ce sont des formes atomiques assez stable. En revanche, ce n'est pas le cas du carbone 14 qui lui est instable. Il est instable, ça veut dire qu'il peut se désintégrer. Et quand il y a une désintégration, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le carbone va se transformer en un autre élément. On parle dans ce cas-là de transmutation. En fait, il va tout simplement se transformer en azote et en même temps des particules seront émises. Donc le but c'est pas d'entrer dans le détail de la désintégration, c'est surtout en fait de noter que le carbone 14 c'est une forme atomique, donc un isotope qui est instable. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi radioisotope parce qu'effectivement cette instabilité et cette possibilité de se désintégrer, eh bien ça correspond à ce qu'on appelle la radioactivité. C'est pour ça qu'on dit donc radioisotope. Alors
C'est une forme atomique du carbone dont nous reparlerons, puisqu'effectivement en biologie, on va utiliser ce carbone 14. Alors par exemple pour faire des datations, hein, par exemple dans le cadre de la paléontologie pour dater des ossements. Et on peut aussi utiliser le carbone 14 comme un traceur. Hein. Dans ce cas-là, on peut par exemple injecter donc ce carbone 14 et ça permet par exemple de suivre des réactions chimiques qui se déroulent dans le corps. Alors, je voudrais prendre un autre exemple assez rapidement pour illustrer cette notion d'isotope. Ça va permettre de renforcer justement la compréhension de ce qu'est un isotope, mais je vous donne cet exemple, c'est aussi pour une autre raison, c'est parce que pour cet élément chimique qui est l'hydrogène, on va donner des noms spécifiques aux isotopes, ce qui n'était pas le cas hein, pour le carbone, puisque là on reste sur le mot carbone, on dit carbone 12, carbone 13, carbone 14. Vous allez voir là pour l'hydrogène, on va utiliser des dénominations différentes. Alors, voici donc la forme atomique la plus classique de l'hydrogène. L'hydrogène a un numéro atomique Z de 1, donc il a un proton, et du coup aussi un électron, et il a un nombre de masse de 1. C'est le nombre de nucléons. Là, si je fais une soustraction, 1 moins 1, ça fait 0. Effectivement, on est sur une forme atomique qui ne possède pas de neutrons. Cette forme donc, de l'hydrogène, elle est parfois appelée protium et c'est une forme stable. Autre forme de l'hydrogène, cette fois-ci, eh bien, c'est un hydrogène qui possède un neutron, il a un nombre de masse plus grand, il a gagné donc un neutron alors qu'il n'en avait pas précédemment. Donc évidemment, il est plus lourd, il est toujours stable et on l'appelle le deutérium. Troisième forme atomique donc de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le tritium. Lui, il va avoir cette fois-ci 2 neutrons. Et cette forme donc de l'hydrogène, eh bien, c'est une forme instable, hein, autrement dit, il est radioactif. Alors évidemment, il pèse plus lourd que le précédent, et encore plus lourd que le protium. Et donc cet hydrogène, donc le tritium étant radioactif, lui aussi va être utilisé comme radioisotope, notamment comme traceur pour suivre, comme je vous l'ai dit, donc le métabolisme. Alors, on va quitter un petit temps donc, les protons et les neutrons et on va revenir aux électrons. On va en dire un petit peu plus. On a vu une représentation de l'atome assez simple avec le noyau au milieu puis l'électron qui se trouve autour. On peut se demander si les électrons ont vraiment une trajectoire circulaire autour du noyau. Alors la réponse c'est non. Plus exactement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas connaître la trajectoire précise qu'un électron va réaliser. Il va se trouver effectivement quelque part autour du noyau, mais on ne peut pas connaître cette trajectoire précise. La seule chose qu'on va pouvoir connaître, c'est la portion d'espace où l'électron va passer la majeure partie de son temps. C'est tout ce que l'on peut dire. Alors, je vais ajouter quelques remarques. Donc, selon les éléments, ils peuvent avoir plus ou moins d'électrons. Alors, quand il y a un certain nombre d'électrons, on va voir que certains électrons sont assez proches du noyau, tandis que d'autres vont être un peu plus éloignés. Alors, ce que l'on peut dire de ces électrons, c'est que lorsqu'ils sont proches du noyau, eh bien, il s'agit d'électrons qui vont avoir peu d'énergie. Au contraire, lorsqu'ils sont éloignés du noyau, ils vont avoir plus d'énergie. On peut ajouter aussi une remarque, c'est que s'ils ont peu d'énergie, eh bien, on peut dire qu'ils occupent ce qu'on appelle des niveaux énergétiques qui sont bas. Si au contraire, ils ont plus d'énergie, eh bien, on va dire qu'ils occupent des niveaux énergétiques plus hauts. Alors, je vais garder cette forme de représentation de l'atome qui n'est pas tout à fait correcte, mais qui sera très bien pour ce que l'on souhaite expliquer, avec du coup là une représentation donc, du noyau et puis ces différents cercles concentriques qui représentent justement les niveaux énergétiques qu'on peut appeler également des couches électroniques. Donc chaque cercle ici symbolise une couche électronique. Alors je vous ai dit, ce n'est pas une représentation qui est tout à fait correcte, donc je vais quand même ajouter une remarque pour ouvrir un petit peu, mais on restera néanmoins sur cette représentation.
En fait, ce qu'on va voir, c'est que, donc je vous l'ai dit, hein, les trajectoires des électrons ne sont pas connues. On peut que délimiter des volumes d'espace où les électrons vont se trouver. Et on va voir que pour chaque niveau énergétique, c'est-à-dire pour chaque couche électronique, on va pouvoir définir des volumes particuliers dans lesquels les électrons peuvent se trouver. Alors, voilà, si on s'intéresse à la première couche électronique d'un atome, alors là, elle est assez simple à décrire, parce que cette première couche électronique, eh bien, n'est constituée que d'une sous-couche. Ce qu'on appelle une sous-couche, c'est aussi ce qui s'appelle une orbitale électronique. Alors, il se trouve que cette sous-couche est sphérique, donc on peut la représenter de cette façon, avec ici le noyau, et puis cette sphère, ça veut dire que les électrons qui sont sur cette première couche se trouvent quelque part dans ce volume défini par cette sphère. Alors il se trouve que cette première couche électronique va pouvoir accueillir 2 électrons. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième couche électronique, en tout cas pour les éléments qui possèdent une deuxième couche, eh bien, on va constater que cette deuxième couche, elle a une organisation plus complexe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier 4 sous-couches, ce qu'on appelle aussi 4 orbitales électroniques. Alors, la première orbitale, elle a une forme simple, elle aussi elle est sphérique, comme c'était le cas pour la première couche. Donc ça veut dire que voilà, si le noyau est là, eh bien, les électrons qui sont sur cette sous-couche vont être quelque part dans cette sphère, qui d'ailleurs est un petit peu plus grande que celle de la première couche. Et puis, alors donc elle peut accueillir 2 électrons, cette sous-couche, cette première orbitale, et il y a donc 3 autres sous-couches électroniques ou 3 autres orbitales qui elles vont avoir une forme plus complexe. Alors on les décrit classiquement comme des formes en alter, que j'ai représentées voilà, très simplement de cette façon. Ça veut dire que là on a ce volume donc dans lequel eh bien, se trouvent des électrons, 2 électrons exactement. Alors il y a 3 orbitales qui ont cette forme ici au niveau de cette deuxième couche électronique et qui sont placées perpendiculairement donc les unes par rapport aux autres. Alors si on fait un peu le bilan, donc on a dit la première couche électronique, elle est constituée d'une seule sous-couche et elle accueille 2 électrons au maximum. La deuxième couche électronique, elle est constituée elle, de 4 orbitales qui chacune vont pouvoir accueillir 2 électrons. Ça veut dire qu'en tout, cette deuxième couche électronique va pouvoir accueillir 8 électrons. Alors, je ne vais pas continuer comme ça, sinon ça va nous prendre du temps, mais voilà, les autres couches électroniques vont elles aussi posséder des orbitales qui vont accueillir des électrons. Globalement, c'est le même principe. Voilà, donc je voulais évoquer cette notion d'orbitale hein, pour simplement dire que la représentation que je vous ai montrée avec donc, ces cercles concentriques est une représentation simplifiée. Ce n'est pas évidemment la réalité, hein, mais comme toute représentation qui n'est toujours qu'une manière de simplifier en fait, la réalité pour pouvoir la comprendre. Donc, on va laisser de côté les orbitales, on va rester sur notre représentation avec les cercles concentriques, mais sachez quand même que les électrons ont des trajectoires que l'on ne peut pas connaître et qu'on peut seulement dire qu'ils sont dans des volumes précis, enfin donnés d'espace, et c'est la seule chose que l'on peut dire. Alors, avant de vous revenir justement un peu sur le tableau périodique des éléments, je voudrais ajouter le fait que donc, les électrons qui sont présents dans un élément chimique vont prendre place sur les couches électroniques. Alors, ils vont commencer d'abord par s'installer sur les couches électroniques qui sont les plus proches du noyau. C'est normal, on l'a dit, ce sont elles qui sont les moins énergétiques et donc ce sont elles qui sont les plus stables. Donc ils vont progressivement remplir les différentes couches électroniques et ils vont en dernier lieu s'installer sur les couches les plus éloignées du noyau, qui sont donc les plus énergétiques et par conséquent qui sont aussi les moins stables. Alors je vous ai dit qu'on allait revenir au tableau périodique des éléments, mais là on va le retrouver avec une autre symbolisation qui est celle-ci. Voilà, donc on retrouve ici la première ligne du tableau périodique, la deuxième ligne, la troisième ligne, et je me suis arrêtée là. Donc c'est vraiment une représentation simplifiée. Et ici, alors, on retrouve le symbole voilà, des différents éléments. Là, j'ai juste noté le numéro atomique. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est de représenter les couches électroniques. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, les éléments qui sont sur la première ligne
qu'on appelle aussi la première période, eh bien, ils ont une seule couche électronique qui peut au maximum accueillir 2 électrons. Donc, on voit que ici, on a donc l'hydrogène. Il accueille effectivement un seul électron. À l'autre bout de la ligne, on a l'hélium qui, lui, accueille 2 électrons. Et donc là, la couche électronique est pleine. Deuxième ligne, deuxième période, on a là des éléments qui ont 2 couches électroniques. Avec la deuxième couche électronique, vous vous souvenez, elle peut accueillir au maximum 8 électrons. Et donc, si on se déplace le long de la ligne, donc de colonne en colonne, on voit que la dernière case, donc la dernière colonne, on a effectivement un élément qui a sa deuxième et dernière couche qui est pleine, puisqu'il y a bien 8 électrons ici. Et puis, c'est le même principe ici, troisième couche, donc troisième période, on a là des éléments qui ont 3 couches électroniques. Et c'est le même principe, et on retrouve sur la dernière colonne un élément qui a sa dernière couche qui est pleine. Alors, c'est une représentation là qui est intéressante, et en fait globalement ce qui va nous intéresser, c'est toujours la façon dont la dernière couche électronique est remplie. Donc on va toujours se poser la question comment cette dernière couche, la couche la plus externe, est remplie. Vous allez voir pour quelles raisons. Déjà, je voulais juste évoquer le nom qu'on donne à ces électrons qui sont sur cette dernière couche, ici. Donc, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Alors, pourquoi justement on s'intéresse à l'état de remplissage de la couche la plus externe? Tout simplement parce que ça nous donne des indices concernant les comportements chimiques des différents éléments. Alors, pour dire les choses simplement, on peut souligner le fait que quand la dernière couche est pleine, ce qui est le cas ici des éléments qui sont dans la dernière colonne, eh bien on est face à des éléments chimiques qui sont relativement inertes sur le plan chimique. En revanche, pour tous les autres, c'est-à-dire tous les éléments présentés ici, sauf ceux de cette dernière colonne, eh bien là la dernière couche est incomplète et du coup on est face à des éléments qui aimeraient bien justement compléter cette dernière couche. Comme ils ont un peu cette tendance, cette volonté entre guillemets, à essayer de compléter cette dernière couche, eh bien ils vont en fait tenter de le faire en interagissant les uns avec les autres. Autrement dit, dès que la dernière couche est incomplète, il va y avoir potentiellement des interactions qui vont pouvoir se faire entre atomes qui appartiennent au même élément chimique ou pas. Et on va pouvoir voir se constituer éventuellement des liaisons chimiques. En fait, on va voir que les liaisons chimiques ne sont ni plus ni moins que des mises en commun d'électrons. En tout cas, c'est une première définition qu'on peut donner. Donc du coup, tout ça nous amène justement à la notion de liaison chimique. Alors, il y a plusieurs types de liaisons chimiques qui existent. Je vais commencer par une première forme de liaison chimique qui est ce que l'on appelle la liaison covalente. Alors là, on s'inscrit tout à fait dans la définition que je viens de donner, puisqu'effectivement, une liaison covalente, ça va être un partage d'électrons, une mise en commun en fait d'électrons qui va être faite entre plusieurs atomes. Donc je vais prendre, pour commencer, l'exemple de l'hydrogène. Alors voici l'hydrogène tel qu'on l'a rencontré dans le tableau. On a donc ici le noyau de l'hydrogène constitué d'un proton et ici voici la couche électronique, il y en a une seule qui accueille un seul électron. Alors cette couche électronique finalement elle va tendre à chercher un peu un deuxième électron de façon à être remplie, de façon à ce qu'il y ait effectivement bien les 2 électrons que cette couche peut accueillir. Alors on peut regarder ce qui se passe si cet atome d'hydrogène en rencontre un autre qui a la même problématique. Lui aussi, il aimerait bien avoir un autre électron en plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien justement, ils vont collaborer ensemble. En fait, ils vont mettre leurs électrons en commun. Et du coup, ils vont avoir, alors pareil, je dis ça un peu entre guillemets, ils vont avoir en fait la sensation d'avoir tous les deux électrons. Donc c'est comme si effectivement la couche électronique était pleine. Donc ce que l'on voit là, cette mise en commun donc, des électrons, donc c'est justement la liaison covalente, c'est ce qui va faire que les atomes finalement vont être liés l'un à l'autre.
J'en profite ici pour vous donner le nom de cette molécule donc constituée de 2 hydrogènes qu'on appelle le dihydrogène. On peut la noter symboliquement donc par le H donc de hydrogène et puis un petit 2 en indice à droite cette fois-ci qui renseigne sur le nombre d'atomes d'hydrogène dans cette molécule. Donc là il y en a 2, donc je place un petit 2 en indice. Alors cette façon de noter justement les molécules, enfin de représenter les molécules par cette notation, c'est ce qu'on appelle la formule moléculaire, c'est ce qu'on appelle aussi la formule brute. On peut aussi représenter ça différemment par ce que l'on appelle une formule développée. Dans ce cas, on a 2 atomes d'hydrogène, ils sont liés l'un à l'autre, donc je vais faire un petit trait qui lie là, ces 2 atomes d'hydrogène. Voilà, cette représentation que je vous ai proposée ici, c'est une représentation qu'on trouve que quand on parle en fait des couches électroniques. Sinon, classiquement, quand on donne la formule d'une molécule, on va la noter soit en formule développée, soit en formule moléculaire. Ah oui, j'en profite aussi pour revenir sur la notion de molécule. Hein, on a dit donc l'atome, voilà, là on a des atomes justement d'hydrogène, donc c'est l'entité de base. Et quand les atomes finalement établissent des liaisons entre eux, ils forment des molécules. Donc une molécule, c'est quelque chose qui est constitué par plusieurs atomes. Alors, on peut prendre un autre exemple. Là, on avait donc 2 atomes d'hydrogène qui ont chacun mis en commun un électron. Mais cette mise en commun peut se faire entre éléments différents. On peut prendre le cas de l'hydrogène et du carbone. Donc voici le carbone. Le carbone, donc, si on regarde un peu là, sa dernière couche, qui est la 2e couche qui peut en tout accueillir 8 électrons, eh bien, cette couche n'a que 4 électrons. Ça veut dire que l'atome de carbone, il aimerait bien trouver 4 autres électrons. Et il va pouvoir, du coup, interagir avec plusieurs atomes d'hydrogène de la façon suivante, puisque vous vous souvenez, on a dit les atomes d'hydrogène, eux, cherchent un électron. Et bien en fait, la collaboration va se faire de la façon suivante. Le carbone va partager ces 4 électrons de valence, qui sont donc sur la dernière couche électronique, avec 4 atomes d'hydrogène. Autrement dit, on va avoir une liaison ici entre un atome du carbone, 4 atomes d'hydrogène. On obtient une molécule qui s'appelle le méthane et dont la formule moléculaire ou formule brute se note CH4. C, il n'y a pas de numéro parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et puis H, je mets un petit 4 parce qu'effectivement, il y a bien 4 atomes d'hydrogène qui se lient à l'atome de carbone. Alors, la formule développée peut se noter de la façon suivante, c'est le même principe que précédemment. On note ici le carbone, les hydrogènes tout autour avec ici des liaisons. Je ferai une remarque un peu plus loin. Hein. Là, cette formule développée est plane, mais bien sûr, en fait, les molécules vont avoir des formes 3D, des formes tridimensionnelles qui n'apparaissent pas là dans cette manière de représenter justement les molécules. Mais je dirai un mot là-dessus dans un instant. Alors, donc cette liaison qu'on vient de présenter, c'est donc ce qu'on appelle une liaison covalente. Et là, on a vu que dans ces liaisons-là, chaque atome met en commun un électron. C'est ce qu'on va appeler des liaisons covalentes simples. Alors du coup, je vais continuer avec d'autres illustrations. Donc ça, c'est le même début. Donc je continue avec l'oxygène. Voici l'atome d'oxygène. Sur sa dernière couche, qui est la 2e couche électronique, il y a 6 électrons. Elle peut en accueillir 8. Ça veut dire que l'oxygène recherche désespérément 2 électrons. Eh bien, s'il rencontre un autre atome d'oxygène, ces 2 atomes d'oxygène vont pouvoir s'entendre. En effet, ils vont pouvoir donc partager 2 électrons chacun. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir, alors voilà, je voulais noter ici, une liaison covalente qui va être double. Alors cette liaison covalente double, on va la représenter dans la formule développée de cette façon. On retrouve les 2 atomes d'oxygène et ici donc 2 traits qui symbolisent donc cette liaison double. Et donc cette molécule obtenue, dont la forme moléculaire est O2, puisqu'il y a 2 oxygènes, eh bien c'est une molécule que l'on connaît, dont on entend fréquemment parler, c'est le dioxygène, hein, qui est si important pour notre vie.
Autre exemple, le cas de l'azote. Voici l'azote. Il a en tout 5 électrons sur sa dernière couche. Et cette dernière couche, on le sait, elle peut en accueillir 8. Autrement dit, il va être à la recherche de 3 électrons. Et s'il rencontre un autre atome d'azote, eh bien, il va pouvoir être satisfait. Les 2 atomes d'azote vont mettre en commun chacun 3 électrons. Alors, dans ce cas, on va obtenir une liaison covalente qui est triple, qu'on va noter par 3 petits traits dans la formule développée. Donc là, 3 petits traits entre les 2 atomes d'azote dont le symbole est N. Souvenez-vous, le symbole vient du nom latin de l'azote qui est le nitrogénium. La formule moléculaire est la suivante. Il y a 2 atomes d'azote qui constituent cette molécule. Donc j'utilise le symbole grand N et je mets un petit 2 en indice à droite. Et cette molécule, c'est ce qu'on appelle le diazote. D'ailleurs, que ce soit tout à l'heure le dihydrogène qu'on a vu, le dioxygène ici ou le diazote, on a bien sûr le préfixe di qui veut dire 2. Alors, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à un autre type de liaison chimique qui est la liaison ionique. Alors, on va voir que les liaisons ioniques vont s'observer à partir du moment où il va y avoir un gain ou une perte d'électrons. Ça dépend du point de vue qu'on emprunte, je vais y venir. En tout cas, ces liaisons ioniques, on va globalement les voir quand les atomes qui vont commencer à établir une liaison ne vont pas se comporter de la même façon. C'est-à-dire qu'on va voir qu'un atome peut très bien tirer beaucoup sur les électrons de l'autre atome qui du coup va moins tirer dessus, et un atome peut dans ce cas gagner un ou des électrons tandis que l'autre perdra ses électrons. Alors je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple avec un exemple. Prenons le cas de l'hydrogène et du chlore. Voici l'hydrogène, on le connaît, et voici le chlore. Donc là on a représenté sa dernière couche qui est la 3e couche, qui présente en tout 7 électrons et qui peut en accueillir 8. Ça veut dire que l'atome de chlore, il va pouvoir interagir avec l'hydrogène, puisqu'effectivement, ils ont tous les deux besoin d'un électron pour pouvoir remplir leur dernière couche. Donc la liaison suivante peut s'établir. Mais il se trouve, alors cette molécule, c'est ce qu'on appelle le chlorure d'hydrogène, HCl, Cl étant le symbole du chlore. Il se trouve que quand cette liaison s'établit, en réalité, il y a des attractions qui ne vont pas être les mêmes justement sur les électrons. L'atome de chlore va énormément tirer sur l'électron de l'hydrogène. Et l'hydrogène ne va pas tellement tirer sur son électron. Donc il se passe la chose suivante. C'est qu'en fait, l'atome de chlore va voler l'électron de l'atome d'hydrogène. Alors, on se retrouve dans une situation un peu particulière dans ce cas. On a ici finalement un hydrogène qui a perdu son électron. Il a perdu une charge négative, mais il a toujours son proton qui a une charge positive. Donc, on est face là à un atome qui a effectivement une charge et on va l'appeler ion. Donc, on va parler d'ion hydrogène. Alors, il se trouve que, on va le noter de cette façon. Donc, grand H, toujours le symbole de l'hydrogène, et on va mettre un petit plus pour dire qu'effectivement, il a une charge positive. Et il se trouve que cet ion hydrogène, on va aussi lui donner un nom, on l'appelle proton. J'ajoute encore un terme qui est classiquement utilisé. À chaque fois qu'un ion porte une charge positive, eh bien, on va le qualifier de cation. Alors, qu'en est-il pour l'atome de chlore ? Eh bien, c'est pareil, lui aussi, il n'est plus électriquement neutre, il a gagné un électron. Donc, c'est une entité chargée à présent, donc on peut le qualifier d'ion. On va parler d'ion chlore. Lui, finalement, il a un électron en plus, donc il a une charge négative en plus. On va donc le noter Cl-. Alors, on peut l'appeler ion chlorure. Et on va aussi pouvoir ajouter que l'ion chlore est un anion étant une entité qui porte une charge négative. Alors, à partir du moment où il y a eu justement l'hydrogène qui a perdu son électron et l'ion chlore qui a gagné un électron,
il va y avoir donc des interactions qui vont exister entre ces deux ions qui sont chargés électriquement. Alors, on peut parler de forme atomique d'ions. On peut aussi avoir des molécules qui sont ioniques à partir du moment où effectivement il y a eu des électrons arrachés ou gagnés. Et donc, les charges opposées étant à l'origine d'une attraction, on va avoir ici des attractions qui vont exister entre ces ions. Ces attractions, c'est ce qu'on appelle des liaisons ioniques, justement. Alors, je voulais ajouter un autre élément de vocabulaire qui est le suivant. Hein, quand on parle donc de forme ionique, de composés ioniques, hein, donc de molécules qui existent justement sous une forme ionisée, souvent on va les qualifier de sels. Et quand on parle du sel de table, eh bien, le sel de table, c'est justement un composé ionique. Le sel de table, ça correspond d'ailleurs à ce qu'on appelle le chlorure de sodium. Ça veut dire qu'on retrouve un atome de chlore. Par contre, cette fois-ci, ce ne sera pas un atome d'hydrogène, mais un atome de sodium. Et il y aura les mêmes éléments en jeu, avec un atome qui gagne un électron et l'autre qui perd un électron. Alors, avant d'introduire d'autres types de liaisons chimiques, donc je voudrais juste évoquer le fait que entre la liaison covalente et la liaison ionique, finalement, il va y avoir une différence dans les forces en jeu. Hein. C'est-à-dire que la liaison covalente, c'est une liaison chimique qui va présenter une plus grande force que la liaison ionique. Alors, je voulais aussi ajouter quelques notions. Maintenant qu'on a parlé de la liaison ionique, on va pouvoir ajouter quelques remarques concernant la liaison covalente. En fait, la liaison covalente que je vous ai présentée dans les deux diapos précédentes, ça correspond donc à des liaisons dans lesquelles il y a une certaine équité, c'est-à-dire que les atomes qui étaient en jeu, hein, donc que ce soit le dihydrogène, le dioxygène, le diazote ou encore les liaisons entre carbone et hydrogène, on était sur des liaisons dans lesquelles il n'y avait pas un atome qui essayait de prendre l'électron de l'autre atome. Hein. Donc c'était des relations qu'on peut qualifier de symétriques. Et du coup, il y avait une répartition homogène des charges électriques. Quand c'est le cas, ces liaisons covalentes sont qualifiées de non polaires. Par contre, parfois, on peut voir des liaisons qui sont un peu entre la liaison covalente non polaire et la liaison ionique, c'est-à-dire qu'on va avoir des liaisons covalentes, mais dans lesquelles il va y avoir quand même un atome qui tire plus sur l'électron, le ou les électrons, que l'autre. Dans ce cas-là, on n'a pas des forces qui vont faire que l'électron va être arraché, mais il va y avoir quand même une situation dans laquelle les électrons vont passer plus de temps auprès d'un atome plutôt que de l'autre. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, on va avoir une sorte de polarité qui va exister, polarité, c'est-à-dire l'idée de pôle qui va être présente, et effectivement, on va avoir donc une partie de la molécule qui va être plus négative, tandis que l'autre partie sera plus positive. Donc quand cela se produit, quand il y a cette répartition asymétrique des charges, on va dire que les liaisons covalentes sont polaires. Et justement, on va retrouver une liaison covalente polaire qui va pouvoir donner naissance à un autre type de liaison. On va y venir. Donc, il s'agit de ce que l'on appelle la liaison hydrogène. Alors, la liaison hydrogène, comme son nom l'indique, elle survient en général entre un atome d'hydrogène et puis soit un atome d'oxygène, soit un atome d'azote. Alors, je vais illustrer cette notion de liaison hydrogène avec le cas de la molécule d'eau qu'on rencontrera, je dirais, tout au long du cours de biologie. Alors, la molécule d'eau, elle se note H2O. L'eau est constituée d'un oxygène et de deux hydrogènes. Donc, on peut noter sa formule chimique de cette façon. Alors, j'aurais pu mettre le O et puis faire des traits horizontaux et mettre les H de chaque côté. Ce que je n'ai pas fait parce qu'effectivement, là, j'ai voulu représenter aussi la forme qu'ont ces molécules d'eau. Il se trouve effectivement, il y a un angle ici particulier qui est d'environ 104 degrés, donc il y a une forme particulière que j'ai représentée ici. Alors, il se trouve que dans cette molécule, eh bien, l'atome d'oxygène a tendance à beaucoup tirer
sur les atomes, sur les électrons des atomes d'hydrogène. Alors, on va voir quelles sont les conséquences à cela. Déjà, voilà, je vous ai ici mis des petites sphères autour des atomes, ça nous donne une idée de leur taille, et puis parce que c'est aussi une représentation classique qu'on retrouve pour l'eau. Alors, je continue sur ce que je vous disais, à savoir que l'oxygène tire sur les électrons des hydrogènes, hein, donc ils ont tendance à se déplacer vers l'oxygène. Ça veut dire que les électrons passent plus de temps près de l'oxygène que de l'hydrogène. Et donc, du coup, on va observer une polarité se former. On est face un peu à une sorte de dipôle, deux pôles. Un pôle négatif, c'est le pôle oxygène, et un pôle positif qui est représenté par le côté de la molécule où on trouve les atomes d'hydrogène. Alors, ces molécules d'eau, elles forment des sortes de dipôles parce que les liaisons ici, ce sont des liaisons covalentes de type polaire. Et cela va avoir les conséquences suivantes. Maintenant, si on envisage plusieurs molécules d'eau, là on en envisage deux, eh bien, ces molécules d'eau forment des espèces de petits dipôles avec un pôle plus, un pôle moins à chaque fois. Eh bien, à chaque fois qu'on a des molécules qui sont comme ça ensemble, il va y avoir des liaisons qu'on appelle liaisons hydrogènes qui vont pouvoir s'établir entre le pôle plus d'une molécule d'eau et le pôle moins d'une autre molécule d'eau. Donc voici ici cette liaison hydrogène là, entre cet atome d'hydrogène de cette molécule d'eau et l'atome d'oxygène de cette autre molécule d'eau. Voilà, donc c'est ça la notion de liaison hydrogène et nous retrouverons aussi cette notion dans la suite du cours de biologie. Alors, je vais évoquer d'autres types de liaisons faibles. Pour commencer, ce que l'on appelle l'interaction de Van der Waals. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ce qu'est cette interaction. En gros, c'est une interaction alors faible parce qu'effectivement, il va y avoir moins de force que les forces qu'il y avait pour les autres liaisons chimiques. Mais néanmoins, quand ces interactions sont nombreuses, ça peut tout de même générer des liaisons assez fortes entre des molécules. Alors c'est une interaction qui va naître quand les molécules sont assez proches, mais pas trop proches non plus. En fait, ça va être une interaction qui va naître du fait justement d'une interaction entre les électrons d'une molécule et les noyaux des atomes de l'autre molécule. Alors, autre type de liaison faible, ce que l'on appelle l'interaction hydrophobe. Alors, comme son nom l'indique, cette interaction hydrophobe, elle va concerner des molécules dites hydrophobes. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule hydrophobe? On retrouve hydro, c'est l'eau, phobe, la phobie, la crainte. Autrement dit, ce sont des molécules qui ont peur de l'eau, en fait qui n'aiment pas l'eau, c'est comme ça qu'on les décrit classiquement. Ça veut dire que, on dit qu'elles n'aiment pas l'eau, ça veut tout simplement dire qu'on est face à des molécules qui ne vont pas pouvoir interagir justement avec l'eau, qui vont être insolubles dans l'eau. On a vu que l'eau, finalement, est constituée par des atomes qui sont des petits dipôles, des molécules qui n'ont pas ces caractéristiques de dipôle, c'est-à-dire dont les liaisons covalentes ne sont pas polaires, eh bien, ce sont des molécules qui ne pourront pas interagir avec l'eau. Alors, ce qui va se passer dans ce cas, si on met des molécules hydrophobes dans l'eau, eh bien, l'eau va repousser ces molécules hydrophobes. Du coup, elles vont se retrouver toutes un peu casées dans un coin, toutes ensemble, parce que l'eau les rejette. Alors, c'est pour ça que j'ai mis interaction hydrophobe entre guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas réellement les molécules hydrophobes qui interagissent entre elles, c'est plutôt l'eau dans laquelle elles sont qui va les repousser. Donc du coup, ces molécules hydrophobes vont se retrouver cernées par l'eau dans des sortes de petites enclaves. C'est tout simplement ce qui se passe si on met de l'huile dans l'eau, avec effectivement l'huile qui va former une espèce de nappe, tandis que l'eau va être tout autour. Voilà, donc là aussi, nous aurons l'occasion de reparler de cette liaison, de cette interaction hydrophobe. Alors, maintenant qu'on a envisagé donc cette notion de liaison chimique, nous allons pouvoir en dire un petit peu plus sur une autre notion qui est la notion de chimie organique. Alors, qu'est-ce que c'est que la chimie organique? Eh bien, c'est tout simplement une branche de la chimie qui va plus spécifiquement s'intéresser à ce qu'on appelle les composés carbonés. Alors, les composés carbonés, ce sont tout simplement des molécules qui vont être constituées de carbone, qui vont contenir en fait du carbone. Et il se trouve que ces molécules, on les appelle aussi
molécules organiques. Alors pas forcément toutes, hein, je vous ai mis à quelques exceptions près, par exemple ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Ce n'est pas une molécule organique, mais voilà, la plupart des molécules qui contiennent du carbone, ce sont des molécules organiques. Alors évidemment, ça pose la question, pourquoi est-ce qu'on les appelle organiques? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on a longtemps pensé qu'il n'y avait que les êtres vivants, c'est-à-dire les organismes, qui pouvaient produire ces molécules, donc contenant du carbone. Alors on a longtemps pensé, mais finalement on a fini par se rendre compte qu'on était capable en fait de produire des molécules contenant du carbone sans avoir recours à un organisme. Donc voilà, je vous ai mis en fait, ce n'est pas le cas. On sait produire donc des molécules organiques sans organisme. On va parler dans ce cas-là de synthèse abiotique, donc le A privatif et puis biotique, donc sans êtres vivants, sans organisme. Alors, je voulais juste en profiter là pour évoquer une expérience qui a été faite en 1953 par Stanley Miller. Déjà avant, hein, on avait déjà obtenu, synthétisé des molécules organiques à partir de molécules non organiques ou inorganiques. Mais j'évoque cette expérience de 1953 parce qu'elle a été assez célèbre. Hein, c'est un peu ce qu'on peut appeler l'expérience de la soupe primitive. En fait, l'idée de Miller, enfin, sa question, c'était de se demander comment finalement des molécules constituées de carbone ont pu apparaître finalement sur Terre après que la Terre se soit formée. Donc en fait, il a mis dans un ballon tout un tas de molécules simples qui correspondaient justement à ce qu'on appelle l'atmosphère primitive. Il les a soumises à plein de décharges électriques qui correspondaient pour lui aux éclairs qui devaient exister sur Terre. Et effectivement, suite à ça, il a pu trouver dans son ballon, hein, donc son récipient, des molécules organiques. Voilà, donc c'est une expérience qui a été très célèbre, à propos de laquelle il y a beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question, mais en tout cas, je voulais quand même l'évoquer parce que c'est quand même une expérience qui est classiquement présentée dans un cours de biologie et j'aurai l'occasion d'y faire référence ultérieurement. Alors, donc la chimie organique, on vient donc de le dire, elle s'intéresse aux molécules qui contiennent du carbone. Donc du coup, je vais revenir sur cet élément chimique qui est le carbone. Alors, on l'a dit, le carbone peut établir 4 liaisons covalentes. Ces liaisons peuvent être des liaisons simples, doubles, voire des liaisons triples aussi. Alors nous, on rencontrera dans le cours que liaisons simples et doubles, hein. Donc je ne vais pas m'étendre sur les autres, je vais seulement illustrer ces deux liaisons. Donc on a déjà vu les liaisons simples avec cette molécule qui est le méthane. Et il peut y avoir des liaisons doubles. On avait parlé justement du CO2, alors pour le coup qui n'est pas une molécule organique, hein, je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, ça nous permet d'illustrer donc ce CO2 avec donc des liaisons doubles qui existent là entre le carbone et les atomes d'oxygène. Alors, là aussi j'insiste sur une chose, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai évoqué à nouveau avec la molécule d'eau, c'est que ces représentations, ce sont des représentations planes, très simples, mais il y a bien une forme tridimensionnelle pour ces molécules. Hein, juste à titre d'exemple, si on considère en fait là, ce méthane, donc globalement si on considère le carbone et puis ces 4 liaisons, en fait les 4 liaisons vont pointer vers les sommets ici de cette forme géométrique qui est un tétraèdre. Donc il y a bien une forme 3D qui existe. Alors, le carbone, il peut se lier à d'autres éléments. Alors, l'hydrogène, on l'a déjà vu, l'oxygène, on le voit ici, mais ça peut être aussi l'azote, le soufre, S, le phosphore, P, puis j'ai mis 3 petits points. J'ai insisté juste sur ces molécules-là parce que ce sont les molécules qu'on trouve le plus fréquemment chez les êtres vivants. Hein, donc, le carbone, bien sûr, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore. Hein, si on lit, si on rajoute le C ici, ça fait chon, ça permet de se souvenir, ce sont vraiment les principaux éléments qui sont présents, et puis on retrouve aussi donc soufre, phosphore, etc. Alors, donc dans une molécule organique, donc on va retrouver du carbone, et ces atomes de carbone, souvent, ils vont s'enchaîner. Et ces enchaînements, on les qualifie très fréquemment de chaînes carbonées. Il y a un autre terme aussi qu'on va utiliser, c'est le terme de squelette carboné.
squelette carboné, chaîne carbonée, parce que tout simplement, ces atomes de carbone vont constituer le squelette, un peu l'architecture en fait de base des molécules organiques. Alors ce squelette peut avoir différentes formes. Parfois le squelette peut être linéaire, parfois il peut être ramifié, donc on va avoir effectivement des petites ramifications qui vont se faire avec donc des atomes de carbone, et il peut aussi avoir une forme cyclique. Ça veut dire qu'au final, on va pouvoir obtenir une grande diversité de molécules, parce que donc les squelettes carbonés sont différents, parce que le carbone peut lier tout un tas d'autres éléments aussi. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur ces histoires justement de représentation ici plane et puis de formules chimiques parce qu'il peut y avoir en fait derrière une formule chimique donnée différentes molécules qui peuvent se cacher. Voilà, donc ce que je viens d'évoquer, c'est ce qu'on appelle l'isomérie. Donc ça veut dire que si on a la même formule moléculaire, donc la même formule brute, pour des molécules, eh bien ces molécules ne sont pas forcément les mêmes, elles peuvent être différentes parce que si on regarde la formule développée, elles peuvent être différentes. Par exemple, les branchements peuvent être différents. Quand je dis les branchements, ça veut dire la façon, par exemple, dont la molécule va se ramifier, un petit peu comme les branches en fait d'un arbre. Alors, il y a plusieurs formes d'isomérie. Donc je vais vous donner un peu les grandes lignes concernant l'isomérie, il ne s'agit pas du tout de rentrer dans le détail. Globalement, quand on décrit l'isomérie en biologie, on s'en tient à dire qu'il y a 3 grandes formes d'isomérie, qui sont l'isomérie de structure ou de constitution. Alors, je commence donc avec une formule brute qui est celle-ci, C4H10, une molécule qui a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Eh bien, si on regarde la formule développée, ça peut donner cette molécule-là, avec là justement un squelette carboné linéaire, mais ça peut aussi donner cette molécule-là, où là, on a un petit squelette carboné qui n'est plus fait de 4 carbones, mais de 3 carbones, et il y a ici une ramification. Et donc, bien sûr, ces 2 molécules, elles ont la même formule brute, mais elles n'ont pas du tout la même allure lorsqu'on s'intéresse à leur formule développée. Alors, il y a une autre isomérie qui existe, qu'on appelle l'isomérie géométrique, et donc les formes des molécules obtenues, les isomères obtenus, on les appelle classiquement des diastéréoisomères. Alors voilà, je vous montre ici l'allure que vont avoir ces molécules. En fait, on va décrire ces molécules à partir du moment où il existe une liaison double entre atomes de carbone. Et on va regarder comment les différentes ramifications, alors on peut dire les différents groupements, vont se répartir autour de cette liaison double. Alors, ce qu'on voit là, si on ne rentre pas dans le détail, mais si on regarde juste ce qui est représenté en vert, on voit que les éléments verts peuvent être soit du même côté, soit à l'opposé par rapport à la liaison double. C'est le cas ici, c'est le cas également ici. Et donc, du coup, on va évidemment avoir à chaque fois des formes moléculaires qui vont être différentes. Alors, il y a eu plusieurs nomenclatures pour nommer ces formes différentes. Là, on peut parler de forme cis et de forme trans, ou bien de forme Z et de forme E. Alors, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est pareil, Z, ça correspond à cis, trans, ça correspond à E. En regardant rapidement, oui, ça correspond. Par contre, sur le plan vraiment de la chimie, et si on rentre dans le détail, il n'y a pas une correspondance totale. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va utiliser cette nomenclature cis et trans en s'intéressant à l'encombrement stérique, c'est-à-dire l'encombrement qui va être généré par la répartition des différentes molécules. Alors qu'ici, on ne va pas s'intéresser tant à l'encombrement, on va plutôt s'intéresser au numéro atomique des atomes qui constituent les différents groupements. Peu importe, ce qui est surtout important à garder en tête, c'est le fait que dans l'isomérie géométrique, eh bien, les groupements peuvent se placer différemment autour d'une liaison double, et dans ce cas-là, les molécules ne seront pas les mêmes. Voilà, alors autre type d'isomérie, c'est l'isomérie optique. Là, les isomères obtenus vont pouvoir être qualifiés d'énantiomères. Alors, qu'est-ce que c'est que cette isomérie optique? Eh bien, on va dire qu'il y a une isomérie optique pour une molécule donnée à partir du moment où la molécule présente une chiralité. La chiralité, c'est le fait que la molécule ne peut pas être superposée à sa propre image dans le miroir. Si on prend un exemple simple, c'est l'exemple qu'on donne classiquement pour expliquer cette isomérie optique et la notion de chiralité. En chiralité, d'ailleurs, ça veut dire la main. Si je considère ma main droite,
et que je regarde l'image de ma main droite dans un miroir, bah, en gros c'est comme si je regardais ma main gauche. Et il se trouve que si je considère mes deux mains, droite et gauche, eh bien je ne peux pas les superposer l'une à l'autre. Donc mes mains sont en quelque sorte des énantiomères. Mes mains présentent une isomérie optique. Donc c'est le cas pour des molécules, comme c'est représenté en fait ici, on retrouve le carbone et puis ici différents groupements. Ces deux molécules sont des images l'une de l'autre et voilà, ne sont pas les mêmes molécules. Alors, là aussi, on a deux nomenclatures, hein, c'est comme le cas aussi des diastéréoisomères. Donc, une nomenclature D ou L, R ou S, avec des mots qui veulent dire à chaque fois droite-gauche. Alors, pour les biologistes, quand ils décrivent les molécules, ils vont plutôt parler de molécules de type D ou de type L. Alors, ça va correspondre à l'un ou l'autre énantiomère. Les chimistes vont plutôt utiliser les lettres R et S. En fait, c'est deux nomenclatures différentes, de même que les nomenclatures cis-trans et ZE sont aussi différentes. En fait, les biologistes sont restés un peu bloqués sur la nomenclature la plus ancienne, donc ils utilisent cis-trans pour l'isomérie géométrique et puis D et L pour l'isomérie optique, alors que les chimistes sont sur la nouvelle nomenclature. Ils utilisent ZE pour l'isomérie géométrique et puis R et S pour l'isomérie optique. Voilà, peu importe, c'est surtout des remarques là que je voulais faire. Par contre, une chose qui est importante, c'est que ces molécules, donc là je reviens sur l'isomérie optique, hein, si elles sont de la forme D ou de la forme L, elles peuvent avoir des conséquences entre guillemets complètement différentes. Alors, par exemple, il y a des molécules qui sont produites par les agrumes qui peuvent être donc sous forme D ou sous forme L et qui ne vont pas donner la même odeur quand on va percevoir ces molécules. Ça ne va pas donner la même perception olfactive suivant qu'on est face à l'une ou l'autre molécule. D'autre part, on aura l'occasion aussi d'en reparler. Dans le chapitre qui suivra, je vous parlerai des grandes molécules du vivant. Je vous parlerai notamment des glucides et des protéines qui sont constituées d'acides aminés. Et on verra que les glucides sont en général de type D, alors que les acides aminés des protéines vont être de type L. Donc voilà, il y a des particularités comme cela qui existent sur lesquelles nous reviendrons. Alors, je vais continuer avec ces notions de chimie organique. Voilà, je voudrais vous présenter les groupements d'atomes qu'on va rencontrer assez fréquemment, que l'on qualifie aussi de groupements fonctionnels. Alors, avant ça, je vais quand même commencer par des molécules qui n'ont pas de groupement particulier. C'est ce qu'on appelle les hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures, comme leur nom l'indique, ce sont des molécules qui sont constituées de carbone et d'hydrogène. Alors, ces hydrocarbures peuvent être dits saturés. C'est le cas quand toutes les liaisons covalentes entre les atomes de carbone sont des liaisons simples. Alors, ici, dans cette molécule, on a 4 atomes de carbone. C'est une molécule qu'on appelle le butane et elle appartient à une classe qu'on appelle les alcanes, une classe chimique qu'on appelle les alcanes, peu importe. En tout cas, cette molécule est constituée de 4 atomes de carbone et puis des hydrogènes qui vont faire en sorte qu'il y a bien 4 liaisons à chaque fois par atome de carbone. Et on peut symboliser, représenter cette molécule de façon simplifiée avec la représentation suivante. Dans ce cas-là, on va utiliser juste des traits et on imagine qu'au bout de chaque trait, on a un atome de carbone qui tient des hydrogènes. Donc on retrouve bien 1, 2, 3, 4 atomes de carbone liés aux hydrogènes. Et les traits sont simples puisque les liaisons sont simples. On est là dans une molécule dite saturée. Certaines molécules vont être dites insaturées, donc on peut parler d'hydrocarbures insaturés. C'est le cas à partir du moment où il y a au moins une liaison covalente double entre atomes de carbone. Voici le cas du but de N qui appartient à la classe chimique des alcènes. On a effectivement là une liaison double entre ces deux atomes de carbone. Comment on représente cette molécule si on veut la représenter de façon simplifiée? Comme précédemment, on retrouve 1, 2, 3 traits avec 1, 2, 3, 4 atomes de carbone puisqu'ils sont les atomes de carbone aux extrémités. Et il y a un trait au niveau duquel nous avons placé nous avons fait un double trait, plus exactement, qui symbolise justement
cette liaison double. Alors, ces hydrocarbures, ce sont des molécules qui sont hydrophobes. Effectivement, toutes les liaisons sont non polaires. Il n'y a pas de polarité donc, qui s'établit. Autrement dit, on est face à des molécules qui ne pourront pas interagir avec les molécules d'eau qui, elles, sont polaires. Donc, ces molécules sont dites hydrophobes. Alors, je poursuis avec la présentation maintenant des groupements fonctionnels. Voici un premier groupement fonctionnel, le groupement hydroxyle, qui est constitué d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Alors, là, tous les groupements que je vais vous présenter sont hydrophiles. Alors, ce groupement hydroxyle, quand il est présent sur une molécule, eh bien, cette molécule va entrer dans une classe chimique qu'on appelle la classe des alcools. Pour nommer ces molécules, on utilisera un suffixe qui est le suffixe -ol. Alors, je vais vous donner un exemple de molécule. Voici une molécule qui appartient à cette classe chimique des alcools. C'est aussi la molécule qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Il s'agit de l'éthanol et on retrouve le suffixe -ol. Donc on a donc ce groupement donc hydroxyle qui se trouve ici. Il est donc porté là par ce carbone. Alors il y a d'autres groupements fonctionnels. On peut envisager un autre groupement fonctionnel qui est le groupement carbonyle, donc CO. Lui aussi il est hydrophile et lorsque les molécules présentent ce groupement carbonyle, elles peuvent appartenir à deux classes chimiques. Soit elles appartiennent aux aldéhydes, soit elles appartiennent aux cétones. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant ça, concernant la dénomination de ces molécules. Une molécule qui est un aldéhyde aura un nom qui présentera le suffixe -al. Une cétone aura, elle, le suffixe -on. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a une molécule du coup qu'on appelle le propanal et ici, une molécule qu'on appelle le propanone. Donc, on retrouve bien le groupement carbonyle. Donc là, un atome de carbone et un atome d'oxygène avec du coup une double liaison, vous ne le voyez pas ici mais elle est représentée ici. Et en fait la différence entre les aldéhydes et les cétones, c'est que là le carbone qui porte qui est le carbone du groupement carbonyle, donne la main d'un côté à un carbone, de l'autre à un hydrogène. Alors que dans une cétone, le carbone qui porte donc l'oxygène donne la main à deux atomes de carbone. Voilà, c'est ça la différence entre les aldéhydes et les cétones. Alors je profite aussi de cette diapositive pour attirer votre attention sur justement la dénomination des molécules chimiques. Tout à l'heure, on a vu une molécule chimique qui était constituée d'un seul atome de carbone et puis de 4 hydrogènes. Et je vous avais dit, c'est le méthane. Un atome de carbone, eh bien, c'est une molécule qu'on va nommer en utilisant le radical METH, M-E-T-H. Quand il y a 2 atomes de carbone, on va utiliser le radical ETH. Quand il y en a 3, comme c'est le cas ici, on va utiliser le radical prop. Quand il y en a 4, but, et puis ainsi de suite, on retrouve après 5 pentane par exemple, 6 pour l'hexane, s'il n'y a que du carbone et puis de l'hydrogène, et ainsi de suite, après hept, oct pour 8, non pour 9, et puis déca pour 10. Donc ce sont les radicaux classiques. Alors, on va continuer ce listing des groupements fonctionnels. Je continue avec le groupement ici carboxyle, groupement COOH. Lui aussi, il est hydrophile. Et les molécules qui possèdent ce groupement carboxyle appartiennent à la classe des acides carboxyliques. On va les nommer à chaque fois de cette façon. On dira acide et puis ensuite le nom de la molécule avec le suffixe ic. Alors, voici l'exemple d'un acide carboxylique. Il s'agit ici de l'acide éthanoïque. Il y a bien 2 atomes de carbone. Alors cet acide éthanoïque, c'est aussi ce qu'on appelle l'acide acétique, c'est tout simplement le vinaigre. Donc on retrouve ici ce groupement COOH, donc on retrouve le C, les 2 O, avec ici une liaison double et ici une liaison simple, avec l'oxygène qui porte un hydrogène. Alors ce que je vous ai noté ici, c'est que chez un être vivant, donc dans un organisme, en général, les acides carboxyliques ont tendance à sioniser. Sioniser, ça veut dire qu'ils vont devenir porteurs d'une charge. Et ils vont sioniser parce qu'ils ont tendance à perdre ici
cet hydrogène, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec cette liaison ici justement qui est polaire, l'oxygène qui tire sur l'électron, qui gagne un électron, et le proton qui perd son électron et du coup qui va porter une charge positive. C'est pour ça que souvent ils seront notés COO-, et puis on pourra mettre à côté un H+, donc un proton qui a perdu son électron. Autre groupement, le groupement amine, donc NH2. Là aussi, ce groupement est hydrophile. Les molécules qui possèdent un groupement amine entrent dans la classe des amines. Il y a plusieurs façons de les nommer. On peut utiliser le suffixe amine ou le préfixe amino. Alors, là aussi, on est face à des molécules qui vont avoir tendance à s'ioniser. Cette fois-ci, donc le groupement amine NH2 a tendance à récupérer un proton. Et du coup, on va le noter NH3+. Voilà, alors je vous donne tout de suite un exemple de molécule. Ici, la méthylamine, on retrouve meth, un seul atome de carbone, et puis ici, donc, ce groupement NH2. Autre groupement, le groupement sulfhydryl, SH. On retrouve ici un atome de soufre. Ce groupement est hydrophile. Les molécules qui le possèdent appartiennent à la classe des thiols. Et pour les nommer, on utilisera soit le suffixe thiol, soit le préfixe sulfanyle. Voici une molécule qui appartient à cette classe des thiols. Cette molécule comprend 2 atomes de carbone, on l'appelle l'éthane-thiol. Et donc voici le groupement sulfhydryl. Et puis le dernier groupement que je vous présente, c'est le groupement phosphate, donc H2PO4. Là aussi, c'est un groupement qui en général est sous forme ionisée. Il a tendance à s'ioniser en perdant 2 protons, donc ça nous donnera PO4 2-. Alors, ce groupement est lui aussi hydrophile et les molécules qui possèdent un tel groupement entrent dans la classe des phosphates organiques, pour lesquels on peut utiliser le suffixe phosphate, parfois on va dire phosphaté pour la molécule. Alors je vous ai mis là une représentation un petit peu différente. Vous allez voir là, on ne va pas avoir d'atomes de carbone. À la place des atomes de carbone, j'ai simplifié les choses, plutôt que de m'embêter entre guillemets à représenter plein de carbone. Je me suis dit, voilà, je vais symboliser toute cette chaîne de carbone et d'hydrogène par une seule lettre, R, qu'on retrouve classiquement, qui veut dire radical ou résidu. Donc voilà, c'est souvent une chaîne carbonée. En tout cas, c'est une notation qu'on va utiliser quand on veut représenter une molécule, mais sans s'embêter à représenter une partie de la molécule qui, par exemple, ne participe pas à une réaction chimique. Du coup, ça permet vraiment d'amener l'attention surtout sur la partie de la molécule qui nous intéresse. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ça nous permet de voir l'allure de ce groupement phosphate. Ici, donc on retrouve l'atome de phosphore, les 4 oxygènes, donc ici une liaison double, et puis les hydrogènes qui sont en général perdus. Quand on est dans les conditions d'un être vivant, donc dans l'environnement d'un être vivant. Alors, maintenant qu'on a donné toutes ces notions de base de chimie organique, nous allons pouvoir parler de cette notion de réaction chimique. Nous allons pouvoir y revenir. On va donc pouvoir définir une réaction chimique comme étant une situation dans laquelle les liaisons qui existent entre des atomes vont être modifiées. Ça veut dire que dans une réaction chimique, des liaisons chimiques vont être rompues et des liaisons chimiques vont être formées. Ça veut donc dire que dans une réaction chimique, on a des molécules qui vont pouvoir interagir ensemble et donner d'autres molécules. Les molécules qui interagissent ensemble vont être qualifiées de réactifs. Et les molécules qu'on va obtenir vont être qualifiées de produits. Et on a la flèche qui nous donne le sens dans lequel la réaction se fait. Alors, je vous donne ici un exemple. Voilà, on retrouve ici une molécule de propane. Ici, c'est du dioxygène. Ici, c'est du dioxyde de carbone. Et ici, c'est de l'eau. En fait, on constate tout simplement que ici, ces réactifs, le propane et le dioxygène, vont réagir ensemble et donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, parfois, on peut avoir ici une flèche qui va être double. Quand il y a une flèche double, ça souligne le fait que la réaction peut se faire dans les deux sens. Alors, en général, pour illustrer ces réactions dites réversibles,
on prend la réaction suivante entre le dihydrogène et le diazote qui donne de l'ammoniac. Donc dihydrogène et diazote sont les réactifs, le produit c'est l'ammoniac, mais comme la réaction peut se faire aussi dans l'autre sens, l'ammoniac peut être le réactif et le dihydrogène et le diazote, dans ce cas-là, les produits. En tout cas, quand on a des réactions réversibles, eh bien, on peut atteindre ce qu'on appelle un équilibre dynamique. C'est un moment atteint quand on va avoir autant de réactions qui se font dans un sens que dans l'autre. Ça veut dire que ce ne sera jamais figé, mais à chaque fois qu'il y a une réaction dans un sens, il y a la même réaction dans l'autre sens. Et de ce fait, c'est dynamique, mais les concentrations en réactifs et produits vont rester constantes. Alors, je voulais ajouter une remarque. Voilà, vous avez vu qu'il y a des nombres avant les différentes molécules qui sont données. Ces nombres, on les appelle nombres stoichiométriques. Ce sont des nombres qui nous renseignent sur les quantités de molécules qui vont être en jeu, sur les proportions en fait de molécules. Donc là, on peut se dire, bon, il y a une molécule de propane qui réagit avec 5 molécules de dioxygène, ça donne 3 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau. En fait, pour trouver ces nombres, c'est simple, il faut se débrouiller pour qu'il y ait toujours le même nombre d'atomes de chaque côté de la flèche. Donc là, si on regarde combien il y a de carbone, il y a 3 carbones, il y a 8 hydrogènes et il y a 2 x 5, 10 oxygènes. Est-ce qu'on retrouve la même chose de l'autre côté? Alors là, on avait 3 carbones, on en a bien 3 ici. L'oxygène, on a dit il y en a 5 x 2, 10. Alors là, j'ai du CO2, donc 3 molécules de CO2 qui ont donc chacune 2 oxygènes. Donc j'ai bien 3 x 2, 6 oxygènes. Et ici, j'ai 4 oxygènes. Si c'est 4, ça fait bien 10. Donc c'est bon, j'ai bien mes 10 oxygènes. Et pour les atomes d'hydrogène, eh bien, il y en a 8 de ce côté et j'en retrouve bien 4 x 2, 8 de l'autre côté. C'est la même chose pour la deuxième réaction, 2 azotes. Il y a bien ici 2 atomes d'azote. Et ici, 3 x 2, 6 hydrogènes. Et là, 2 x 3, 6 hydrogènes. Voilà, donc ces nombres stoichiométriques qui renseignent sur le nombre de molécules en jeu. Je vous ai dit plus largement, on peut parler de proportion. Et en fait, en chimie, on va utiliser un terme, on va dire que ces nombres correspondent à ce qu'on appelle des moles. Une mole, ça s'écrit M-O-L. Bon, s'il y en a plusieurs, on met un S. Alors, je vais en dire un tout petit peu plus sur cette notion de mole. Voilà, donc notion de mole, déjà il y a un symbole pour symboliser une mole, on va utiliser le symbole mol, mais cette fois-ci on ne va pas mettre de E, donc juste M-O-L. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mole? En fait c'est assez simple à définir. Une mole, ça correspond tout simplement à une quantité de matière qui va contenir un nombre défini d'entités élémentaires. Alors, je vais vous l'expliquer sans exemple, mais après avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple à saisir. Pour l'instant, l'intérêt, c'est d'essayer de se faire sa propre représentation et de voir si on a bien compris ensuite avec l'exemple. Ça veut dire que donc, si je prends une quantité d'une matière donnée, eh bien, dans une mole d'une matière donnée, dans une mole, je vais trouver donc 6,022 14 076 fois 10 puissance 23 entités élémentaires. Au passage, ce nombre, c'est le nombre d'Avogadro. Et donc la définition là, que je vous donne de la mole, c'est la définition que donne le BIPM. Le BIPM, c'est le Bureau international des poids et mesures. C'est un organisme international qui s'occupe de la métrologie, c'est-à-dire des mesures et des unités, et qui fait en sorte que les unités de mesure utilisées dans le monde soient les mêmes. Et il permet donc aussi il va aussi définir précisément les différentes unités. Donc voilà, alors je vous donne un exemple maintenant plus spécifique. Voilà, si on considère une mole de NaCl, le NaCl c'est le sel de table, eh bien on va tout simplement pouvoir dire que quand on prend une mole de NaCl, il y a 6,022 14 076 fois 10 puissance 23 molécules de NaCl. Et c'est la même chose pour n'importe quelle quantité de matière. Si je prends une mole d'eau, donc de H2O, et bien dans une mole d'eau, je vais trouver 6,022 14 076 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Ça veut dire que dans une mole, il y a toujours la même quantité de molécules. Donc c'est vraiment l'unité que les chimistes vont vraiment utiliser.
Alors néanmoins, on peut se poser la question avec la masse, hein, qui réfère aussi à une quantité de matière qu'on va exprimer en grammes. Et donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que si on considère la masse d'une mole d'une quantité, d'un type de molécule donnée, et qu'on compare la masse de cette mole de matière à la masse d'une mole d'une autre matière, eh bien les masses en grammes ne seront pas les mêmes. Donc là, je vous ai donné un exemple un peu plus parlant. Si je compare la masse d'une mole de NaCl et la masse d'une mole d'eau, je ne vais pas avoir les mêmes masses. Alors pourquoi ? En fait, dans une mole, il y a toujours la même quantité de molécules, seulement les molécules elles-mêmes, elles n'ont pas les mêmes masses en grammes, elles n'ont pas les mêmes masses atomiques. Vous vous souvenez, quand on a parlé des atomes, je vous ai parlé d'un petit nombre qui est noté en exposant à gauche du symbole de l'élément, qui est le nombre de masses. Et effectivement, hein, la masse, elle est surtout donnée par les nucléons, donc protons et neutrons. Et donc, si ces nucléons ne sont pas en quantité identique, eh bien, les masses vont être différentes. Donc, là aussi, on peut l'illustrer plus spécifiquement. Voilà, je vous avais remis d'ailleurs la notation. Voilà, si on considère une mole de NaCl et une mole d'eau, que ce soit une mole de NaCl ou une mole d'eau, on l'a dit, il y a toujours la même quantité de molécules, c'est 6,02214,076 10 puissance 23. Par contre, une mole de NaCl va peser plus qu'une mole d'eau, tout simplement parce que les molécules de NaCl vont avoir des numéros atomiques plus importants. C'est ce qu'on regarde ici. Je vous ai mis les numéros atomiques des molécules, des atomes qui nous intéressent. Donc, on a 23 pour le sodium, Na, 35 pour le chlore ici, 1 pour l'hydrogène et 16 pour l'oxygène. Donc, ça veut dire qu'une mole de NaCl va peser 23 plus 35, c'est-à-dire 58 grammes. Si je prends 58 grammes de NaCl, je peux dire que j'ai dans ma main une mole de NaCl. Ça veut dire que j'ai 6,02214,076 fois 10 puissance 23 molécules de NaCl. Une mole d'eau, ça va peser donc 1 plus 1 plus 16, hein, puisqu'il y a 2 hydrogènes, ça va nous faire 18 grammes. Donc si je prends 18 grammes d'eau, eh bien je peux dire que dans 18 grammes d'eau, il y a 6,02214,076 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Voilà donc le principe. Alors, donc, je vous ai dit, les chimistes vont utiliser les moles et ils vont aussi donner la concentration de substances en moles par litre, hein, par exemple. Donc, ça veut dire que si on prend une mole d'une substance donnée, qu'on la place dans un solvant, eh bien, on va avoir une solution, une substance, c'est-à-dire un soluté mis dans un solvant donne une solution. On dit toujours soluté plus solvant égale solution. Et dans cette solution obtenue, dans ce mélange en fait obtenu, eh bien on va pouvoir dire que la concentration du soluté est de tant de mol par litre. Hein. On va parler dans ce cas-là d'une concentration molaire, puisqu'on l'exprime en mol par litre. On peut parler de molarité. On pourrait très bien aussi l'exprimer en grammes par litre, mais il se trouve que le plus fréquemment, ce sont les moles par litre qui vont être utilisés. Alors, ça veut dire que si je prends un récipient gradué, si je place une mole de NaCl, c'est-à-dire je vais peser 58 grammes de sel, donc de NaCl, je vais le mettre dans mon récipient gradué. Donc là, j'ai bien une mole de NaCl. Ensuite, je vais ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 1 litre. Et bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir ensuite dire que la concentration molaire de NaCl dans cette solution, elle est de 1 mol par litre. Alors, je profite là de cette remarque je profite de ce point pour ajouter une remarque concernant la façon dont on va nommer une solution dont le solvant est l'eau. On parlera dans ce cas de solution aqueuse. À chaque fois qu'on dit solution aqueuse, ça veut tout simplement dire que le solvant est l'eau.
Alors après, évidemment, on peut se dire qu'est-ce que c'est qu'un solvant? Effectivement, quand on va mélanger deux éléments, je vous ai dit le soluté, le solvant. Le solvant, c'est ce qui va être présent en grande quantité, le soluté en gros en petite quantité. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, j'aurai l'occasion d'y revenir. En tout cas, voilà, c'était des notions là qui étaient assez importantes, et notamment cette notion de mol. Donc avec cette diapositive, eh bien, j'ai terminé de vous présenter l'ensemble des notions de base. Donc, du coup, je vous remercie de votre attention. Alors, n'oubliez pas, pour ce chapitre, si toutefois votre but c'est d'apprendre les notions, de regarder la carte mentale, commenter, et vous pouvez aussi la charger. Vous pouvez aussi écouter l'audio relaxé pour laisser justement vos propres représentations évoluer mentalement. Et puis vous pouvez bien sûr faire, alors j'ai mis exercice et quiz, mais là il y a seulement un quiz pour ce chapitre. Donc tous ces éléments, vous pouvez les charger sur mon site, donc drpnevu.free.fr/biologie.html. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre qui est la suite de celui-ci, la chimie du vivant partie 2, dans lequel je vous parlerai des molécules des grandes molécules du vivant. Voilà, donc je vous dis à bientôt.